Chers téléspectateurs de Télé Lumière, bienvenue à cette nouvelle émission. Émission aujourd'hui, c'est une émission de réflexion sur la situation pays d'Haïti. Premièrement, on a posé tête nos questions. Haïti, c'est un pays, et pour Haïti, j'étais l'école primaire, j'étais passé au collège Saint-Pierre, nous étions toujours connus que Haïti est un pays qui est essentiellement agricole. Donc, pour qui ça pour nous arriver à un point, pour même des produits alimentaires, c'est importé, n'a pas importé, en pile produit alimentaire, c'est Saint-Domingue, n'a pas acheté. À partir de quel moment que le pays dégringolade ça a commencé? Est-ce qu'on prise de conscience qui fait pour nous dire il fut un temps, le pays n'a pas de jamais comme ça. Prenons le cas, le président Dumas a estimé, nous pas même doués même, nous avons l'argent de payer, nous vivons plus ou moins bien. Pour qui ça descend aux enfers ça? Il paraît que, disons, avec Duvalier, nous venons un bon habitant qui quittait provinciaux, il a formé les bidonvilles de Port-au-Prince, il n'a pas continué à travailler la terre. Nous toujours, le peuple a toujours bafoué par plusieurs gouvernements qui passaient. C'est comme si il a toujours passé peuple à la bêtise. Il a toujours passé peuple à la bêtise. Masse peuple a toujours souffert. Ça fait ça. Eh bien, moi, quoi, nous devons repenser qui gens pour nous sortir pays, l'entrou ça que la gringolé descend. Il presque arrivé l'enfant, s'il pas arrivé l'enfant déjà. C'est comme si nous venions ouais que tout ça qui est inacceptable vient la norme. Nous venons accepter, nous venons laisser nous emporter par une sorte de fatalisme. Gens le passé, dégagé pas péché, voler l'État pas voler. C'est comme si que tel que la Rochefoucauld te dit, les valeurs morales, c'est comme si il n'y a pas d'importance pour nous encore. C'est font business, font cob. Oui, la Rochefoucauld te dit, les vertus se perdent dans l'intérêt comme les fleuves dans la mer. C'est comme si une déliquescence morale. C'est comme si, depuis ce qu'on fait, tout ce qu'on fait, c'est très bien. C'est dégageur. Mais à partir de quel moment que misère là installée, gens installés dans le pays? Agriculture, bail pour manger, primum vivere, éducation, logement, nourriture. Ça, c'est besoins fondamentaux citoyens. Donc, pour un pays, quel que soit ça besoin, c'est Dominicain ou bien l'autre côté pour acheter. Ça qui passe à l'agriculture nous-mêmes. C'est comme si nous venons perdre espoir. Nous ne pas penser que le pays a rebondi, il a sorti dans le trou que il tombé. Apprendre que c'est le monde qui fait pays.
Si moun yo pas bon, pays apparaît pas bon. Mais si moun yo change attitude yo, si moun yo change comportement yo, si moun yo vinn font prise de conscience pour sauver pays a sauvé. Haïti k'ap marché boité k'ap aller, l'a marché avec talon qui quitte, la taille banda même genre avec n'importe belle femme. C'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes qui pour retirer Haïti dans salle tombée aujourd'hui avec petite li qui trahit, petit pays a trahi pays a. Yo vend pays a pour l'argent. Yo vend pays a pour acheter à l'autre côté, pour gagner l'argent l'autre côté. Yo signé n'importe papier pour arrêter au pouvoir. Ce sont des traites à la nation qui méritent d'être fusillés. Il faut qu'il y ait un tribunal révolutionnaire en Haïti. Le bagay a changé. Il y a des crimes, il y a des vols que moun yo fait, il y a des papiers aussi qui pas bon pour pays. Yo supposé considérer moun ça comme des traites et yo mettez devant peloton d'exécution. Parce que le tribunal révolutionnaire obéit à une mécanique qui n'a rien à voir avec la justice. Il est là pour éliminer les ennemis de la patrie. Faut qu'un tribunal révolutionnaire, il y a trop vagabonds, trop bandits, trop volés, trop magouilleurs dans le pays. Il faut débarrasser de pays. Pays de monde ça yo. Faut pas attendre que la situation change et puis yo gen temps prendre un avion et à l'étranger pour jouir de l'argent pays à voler. Non, faut une extradition, faut extrader moun sa yo pour venir en Haïti pour juger yo. Bah yo pas faut tracer des exemples pour la génération qui a vini pas jamais quitter Haïti tomber l'étal tomber aujourd'hui. C'est une honte même pour les Haïtiens qui vivent à l'extérieur. Là parler de Haïti moun oui, c'est comme si nous pas un pays vrai non. Haïti oui, moun te kon vinn dans pays nous saute en Afrique l'autre côté pour venir connaître qui gens pour diriger pays par pour nous venir tourner la risée de la communauté internationale. Kounya nous pensons ban moun sa au Haïti des questions la lune, des questions ambassade de France, tel ceci. Moun sont pas besoin pays nous changer vrai. Yo pas besoin pays nous développer vraiment. Depuis tout le temps ça moun yo là et puis ba yo c'est piment y a vinn piment chaque jour. Ou pensez si yo te vrai aider nous vrai à faire bandit, insécurité qui gagne dans pays ça t'a plat toujours. Il faut le dire. Il y a des gens qui sont dans le gouvernement qui ont contact avec bandit ça autour. Ils ont tout mérité fusillé. Alors, pour qui ça pays vient aussi pauvre, pour qui ça la misère installée dans le pays, eh bien, nous trouvons c'est toujours ça que le professeur Frank Larac l'incessante lutte des masses pour la liberté et leur existence. Depuis ça a toujours existé, masse peuple a toujours souffert, ils sont toujours victimes, ils n'ont pas jamais pris au sérieux. Mais on essaye de faire une petite analyse plus ou moins en profondeur de raisons à partir une raison, une cause qui cause misère installée, j'en installé en Haïti. Donc, on nous parle de agriculture, agronome, on dit d'abord. Moi, je lis un livre du professeur Frank Larac qui est intitulé Instrumentalisation
de la pensée révolutionnaire et ses réflexions, si je me souviens bien du titre du livre. Mais pendant ma lire le livre professeur Frank Larac, il y a quelques points qui attirent l'attention. Et moi, pour le faire, on s'y cause tout petit avec nous sur ça, pour nous-mêmes, entre nous-mêmes, nous discuter, nous débattre. D'accord. Le sort fait aux masses haïtiennes et particulièrement à la paysannerie est non seulement une criante injustice sociale, mais aussi une aberration économique. En effet, Haïti étant un pays essentiellement agricole, la terre est le seul moyen de production. Condamner les paysans qui la cultivent, les gouverneurs de la rosée à vivre dans l'indigence équivaut pour la nation à un suicide alimentaire. Par exemple, des 180 000 hectares irrigables en Haïti, 45 000 seulement sont irrigués. L'une des causes d'importation de produits alimentaires dans l'ordre de plus de 300 millions de dollars américains par an. Le pays continuera d'être ingouvernable tant que la majorité de la population n'est pas intégrée dans un processus d'accumulation du capital autocentré et sans l'adoption d'une politique tournée vers l'intérieur. Un tel résultat ne sera pas obtenu sans une conscientisation économique des masses. Nous avons une vision d'une voie nouvelle pour Haïti, sans exclusion des classes, mais aussi sans l'exploitation d'une classe par une autre. Un changement radical basé sur 2 points essentiels. Premièrement, l'épanouissement de l'agriculture par un développement rationnel et technique des régions rurales. Deuxièmement, un développement à partir des racines de la production nationale contre l'invasion des produits importés qu'exige la globalisation, masse à peine déguisée de l'impérialisme économique. C'est tout ça, moi, j'ai pour me dire nous. Maintenant, on regarde la situation du pays, je crois que les bailleurs rangés nous t'a supposé établir un tribunal révolutionnaire. Parce que il y a trop crimes, trop vols, trop méchanceté, trop détournement de fonds qui fait Haïti pour moun ça pas juger. Même si on couru sauver à n'importe l'autre pays, depuis nous avons une relation à l'autre pays, ça nous capable d'extrader, c'est faire venir en Haïti pour juger, pour bailler ça mérité. Grand pile vagabond qui méritait vraiment on peine, on prend faire prison cadeau bien éliminer. Il y a toujours un problème pour le pays.
Tribunal révolutionnaire, on connaît important les pays arrangés pour établir une en Haïti. Et il y a peut-être avantage au tribunal révolutionnaire, tant qu'on te dit au cours de la Révolution française, le tribunal révolutionnaire obéit à une mécanique qui n'a rien à voir avec la justice. Il est là pour éliminer les ennemis de la patrie. Il y a un monsieur qui volait, il y a un monsieur qui fait crime, il y a un monsieur qui signe un mauvais papier pour arrêter au pouvoir, il dilapide des pays, il fait cadeau en pile richesse pays, il signe des papiers qui pas l'avantage pays, mais qui l'avantage pour rester au pouvoir. Tout monsieur ça, c'est traite à la nation, il mérite juger, il mérite condamner. L'île pour rachement vagabond dans le pays ça, pour le pays capable de fonctionner. Alors c'est ça que je pour nous dire nous merci et puis nous allons regarder l'autre vidéo qui suivre conversation ça. Merci. Presque 90% des pays africains ont de l'or. Ils ont des diamants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au lieu d'aller à la fiction économique qu'on a aujourd'hui pour remplacer la monnaie, ils peuvent stocker de l'or dans leur banque centrale et créer de la monnaie basée sur ça et tout le monde va courir. Les pays africains sont les pays les mieux placés pour avoir une monnaie reconnue sur le plan international. D'abord, il faut reconnaître qu'au début, la monnaie était essentiellement basée sur l'or. La monnaie papier n'est revenue que plus tard. Et c'est parce que les économistes, les politiques ont décidé, c'était d'abord les Américains, aussi parce que De Gaulle leur a dit, si vous vous amusez, je vais vous demander de l'or en remplacement des dollars que j'ai dans mes caisses. Et le chef d'État américain a dit, ok, désormais, ce n'est plus posé sur le dollar, ça sera seulement le papier. Oh, qu'est-ce qui se passe? Presque 90% des pays africains ont de l'or. Ils ont des diamants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au lieu d'aller à la fiction économique qu'on a aujourd'hui pour remplacer la monnaie, ils peuvent stocker de l'or dans leur banque centrale et créer de la monnaie basée sur ça et tout le monde va courir. Mieux, ils ont même des diamants. Pourquoi Or, on leur dit, vendez-nous de l'or pour qu'on aille stocker dans les banques centrales des autres pays pour consolider leur monnaie. Pourquoi je vends de l'or alors que je peux le stocker et créer de papier pour dire, si vous voulez, vous remplacez ce papier par l'or qui est dans mes... Vous voyez que nous avons un problème tout simplement de réflexion intellectuelle. La garantie de la monnaie par l'économie, par la valeur de l'économie, c'est une fiction. C'est comme en bourse. Quand tu as une entreprise qui est cotée en bourse, n'est-ce pas? Il suffit que tel chef d'État externue pour que ça tombe. Mais s'il y a une crise dans un pays, dans un autre, c'est une fiction, ça tombe, la monnaie tombe. Alors que si j'ai de l'or, c'est pas une fiction, c'est une réalité. Le quartier de Château-Rouge, dans le 18e arrondissement. Le cœur du Paris Black, le paradis des beautés noires. Dans ces boutiques de cosmétiques, elles peuvent réaliser leurs rêves, changer de couleur, blanchir leur peau. White est le mot qui fait vendre dans les vitrines. Mais sous le comptoir, d'autres produits sont proposés. Des crèmes interdites en France, ultra toxiques. La police combat le trafic à coups de saisies régulières. Sa plus belle prise, elle l'a faite le 21 juillet dernier. Ce jour-là, à Château-Rouge, plus de 110 000 produits sont saisis. 5 personnes sont arrêtées.
Valeur du stock, 1 million d'euros. Parmi les crèmes récupérées, la Carolite, une des plus dangereuses et des plus répandues. Elle est fabriquée dans des usines au Congo à base d'hydroquinone, un produit cancérigène et interdit en Europe. Sekina est une accro au Carolite. Elle se blanchit depuis plus de 20 ans, complexée par une peau qu'elle estime trop foncée. C'est vous, là? Là, c'est moi, j'étais enceinte de mon fils. Et la couleur, là, j'ai pas aimé. J'étais pas à l'aise. Là, aujourd'hui, c'est une autre femme. Malgré les saisies et la répression, Sekina arrive toujours à se procurer du Carolite. 1 à 2 fois par jour, dans sa salle de bain, elle répète les mêmes gestes et s'applique le produit interdit. Je prends un peu de ça, là, et je prends ça, c'est comme la crème, l'huile, comme glycérine, que ça fait quand même un peu lisse, ça lisse ma peau. J'étale bien, et après je mets. Et ça donne la peau lisse en plus. Voilà. Ça ne vous effraie pas? Je passe pas ça, je fais pas attention. Des fois, si j'achète, je lis pas pour que ça me fait pas peur. Si on commence à prendre ça, c'est clair. Si tu dis, waouh, je suis belle. Brigitte est coiffeuse. Grâce à ses clientes, elle connaît ses produits par cœur. Elle veut nous montrer que se les procurer est un jeu d'enfant. Nous l'accompagnons dans le quartier en caméra cachée. En quelques secondes, Brigitte obtient ses premiers conseils et sa première adresse. Vous utilisez quoi pour éclaircir comme ça? Ah, le Carolite. Carolite, oui. Ça marche ça? Oui, ça marche bien. Je peux trouver ça où? Je vais vous montrer là. Je me suis devant. La vente va se passer dans un des magasins de cosmétiques. Dans un premier temps, la vendeuse se méfie, Je vais prendre ça alors, si vous n'avez plus rien d'autre à me proposer. mais pas besoin d'insister longtemps. Donnez? Je vais vous donner Carolite. Ah! Il y a l'huile qui va avec. L'huile qui va avec, oui. Et puis vous mettez ça dedans. D'accord. Oh, merci ma chérie. Acheter ces produits est encore plus simple dans la rue. Entre 2 voitures, les vendeuses attendent. Il suffit de demander. Et la lotion à base d'hydroquinone. La lotion? Oui. Du programme? Ça fait 3 à 10 euros. Moins de 3 quarts d'heure, Brigitte a obtenu une vingtaine de produits. Certains interdits, d'autres en vente uniquement en pharmacie. Nous sommes allés les montrer à une dermatologue. Cadici Bizet, elle s'est spécialisée depuis 20 ans dans les peaux noires. Bon, alors ça, c'est très simple, c'est réglé, c'est de la cortisone. Alors ça, évidemment, c'est la même chose. C'est de la cortisone liquide. Voilà. Et puis en plus, il y a l'hydroquinone. Est-ce qu'ils ont mis le pourcentage? Là, il y a combien? 2%. Mais ce qu'elles vont faire, c'est qu'elles vont prendre ça et elles vont mélanger avec ça. Là, vous voyez, c'est vraiment, on prend le bulldozer, quoi. On y va, on détruit tout. Mais vous détruisez l'épiderme, vous détruisez quand même un organe vital. Pour une Africaine, acheter un produit comme ça et voir en publicité une fille pareille, le fantasme que ça représente, c'est fou, hein? Un problème de santé publique, le sujet dépasse désormais la communauté black. Dans les hôpitaux, 20% des consultations des femmes noires sont causées par l'utilisation de ces produits. Mais il faut aussi s'attaquer aux préjugés, rappeler que clarté ne rime pas avec beauté. Black is beautiful, c'est le message cette année de l'élection de Miss Mali France, un concours placé sous le signe de la lutte contre les produits blanchissants. Parmi les candidates, Fatoumata, elle ne s'est jamais éclairci la peau, mais elle est très consciente du fléau. Pour elle, il faut changer les normes de beauté. C'est toujours qu'il y a une division, en fait, les plus clairs ont toujours dominé les plus foncés. Donc après, c'est ce qui se reproduit dans l'inconscient des gens. C'est juste que c'est ce mythe de la blancheur, de la clarté. Et c'est vrai que notre passé colonial nous a pas aidés à sortir de cela. Dans le public, la première génération des femmes immigrées. Ce sont elles qu'il faut convaincre de ne pas se blanchir la peau. Chacune des Miss va faire un discours contre les produits dépigmentants. Ne laissons pas un simple geste de beauté nous handicaper pour la vie et nous faire remonter à des temps de complexes coloniaux. Miss à la peau ébène, de nouvelles images valorisantes pour les femmes noires. Peut-être un premier pas vers la solution, mais il faudra sans doute chercher plus loin dans ce qui ressemble aussi à un problème d'identité. Il y a une fois où il a pincé ma mère qui finalement a crié. Je suis désolée. Et il y a ce sentiment de la faire passer pour une folle qui était vraiment très présent.
Bienvenue chez Click, on te connaît car tu as défilé pour les plus grands couturiers du monde. Tu viens de publier un témoignage qui nous a bouleversés chez Click. Ça s'appelle « Le jour où j'ai arrêté d'avoir peur ». Ça vient de paraître aux éditions HarperCollins. Est-ce que tu peux pitcher ce livre ? Alors ça parle de mon histoire, ça parle de ma maman, de ma sœur. On a vécu des années, plus de 10 ans, avec un homme qui était violent, sous son emprise. Et donc voilà, ça parle de la violence conjugale, mais aussi, ce qu'on oublie parfois, la position des enfants co-victimes. En fait, le livre est extrêmement dur. Hein. Quand on le lit, il y a le fer à repasser avec lequel il menace ta mère, les tours de rond-point qu'il fait à toute allure alcoolisée, le jour où il a mis du liquide vaisselle dans le thé. C'est terrible parce que parfois, il essayait de nous cacher ces violences-là. Donc c'était tellement sournois. Et il y a une fois où il a pincé ma mère, qui... finalement a crié, je suis désolée. Et il y a ce sentiment de la faire passer pour une folle qui était vraiment très présent. Et la question qu'on se pose quand on a vécu ça, c'est comment est-ce que tu as tenu ? Il y a une personne qui a une place essentielle, c'est ta sœur. C'est ma sœur qui a été présente. Elle m'a toujours protégée. Et très vite, je me suis rattachée à ma foi également, qui a été ma base tout au long de ça. Comment est-ce qu'on sort de cette emprise-là ? Et comment est-ce que, comme le dit le livre, on arrête d'avoir peur ? La prise de parole, en tout cas pour ma part, le jour où j'ai arrêté d'avoir peur, c'est le jour où je lui ai tenu tête. J'étais déjà adolescente, ma sœur venait de partir de la maison. À ses 18 ans, elle a toujours dit qu'elle partirait. Et je me suis retrouvée seule, sans ma sœur, et c'était à moi d'avoir ce rôle de protectrice, un rôle que je n'avais jamais eu auparavant, parce que ma sœur faisait ce boulot-là. Et un jour, j'ai craqué, mais sans même m'en rendre compte, et je l'ai insultée. Mais il fallait me voir, moi j'étais la petite fille timide, cachée derrière sa sœur. Et je pense qu'il a été aussi choqué que moi, et finalement rien d'autre ne s'est passé après ça, et je me suis rendu compte que finalement je pouvais me permettre de le faire. Parce que c'est le sujet de fond de ce livre, c'est la difficulté que tu as toujours eue dans ta vie à trouver ta place. Tu dis qu'au collège, on se moquait de ton physique, que le fait d'être métisse, sans avoir de modèle métisse, c'était compliqué de se trouver, que tu ne savais pas dans quel camp te situer. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, tu as trouvé ta place ? Je pense qu'aujourd'hui, je l'ai trouvée, mais je suis dans ce processus de guérison. Alors ma place en tant que femme, oui, je me libère aujourd'hui, donc c'est un début. Alors j'imagine que je vais passer toute ma vie à me chercher, à me perdre, à me trouver. Enfin, ça fait partie de la vie. Mais aujourd'hui, je sais d'où je viens, je connais mon histoire et je m'en libère. Il y a un moment où vous parlez de la difficulté de porter plainte, d'aller voir la police. Qu'est-ce que tu penses des gens qui disent très simplement, lorsque une femme dit qu'elle est victime de violence, on la croit ? Le problème, c'est qu'on a tendance à ne pas croire la victime. Et aujourd'hui, c'est quelque chose, on ne peut plus se permettre de ne plus croire les victimes. Il y en a beaucoup trop. On prend justement cette parole et j'ai l'impression que parfois, les choses font qu'on est arrêté à cette première étape. En tout cas, pour notre cas, ça nous a... Je pense que pour ma maman, en tout cas, et je ne veux pas parler pour elle, mais ça a été compliqué, cette première étape. Ce pas d'aller demander de l'aide, ce pas d'aller dire ce qui se passe. Et quand on n'a pas une personne en face qui nous croit, je pense que c'est le plus difficile pour une victime. Et cet homme, il a été poursuivi ou pas ? Il a été jugé, oui. Je rappelle juste un numéro pour les femmes victimes de violences, c'est le 3919. Un chiffre, 213 000 femmes ont été victimes de violences physiques ou sexuelles de la part de leur conjoint ou ex-conjoint chaque année. Depuis le début de l'année, près d'une cinquantaine de femmes ont été tuées sous les coups de leur mari ou ex-conjoint. Et l'année dernière, plus d'une centaine de femmes sont mortes. Est-ce qu'on peut faire quelque chose ? Je pense que de la prévention, ce serait déjà très important. J'aimerais... s'il y a bien un message à faire passer à toutes ces femmes, c'est que vous n'êtes pas fautive, c'est que vous pouvez aller trouver de l'aide, qu'il faut en parler. On est isolé quand on se retrouve dans ces situations-là. Et les enfants aussi, pour le coup, on en parle peu, c'est ce que vous faites. Les enfants, et en fait, il faut vraiment se rendre compte que, premièrement, il faut donner des moyens aux associations. Et qu'à partir du moment où on sauve une femme, on sauve les enfants derrière. Et une personne peut faire vraiment la différence. En tout cas, dans la Bible, nous n'avons pas vu de femme prêcher. Alors ? Si une femme vient prêcher aujourd'hui, il contredit la doctrine des apôtres. On comprend que la femme ne doit pas prêcher. C'est Paul qui le dit. Ok, il n'y a pas de souci. La femme peut prêcher et le ministère de la femme est à considérer. Il faut faire attention au contexte. Le docteur a dit, Paul a dit que la femme ne doit pas prêcher. Il a dit qu'il n'a vu
aucune femme dans la Bible prêcher. C'est cela, docteur. Amen. Il n'a vu aucune femme dans la Bible prêcher. Or, c'est quoi prêcher? Très bien. C'est la question qu'il aurait fallu poser. Quand il dit qu'il n'a vu aucune femme dans la Bible prêcher, qu'est-ce que c'est prêcher? C'est la question qu'il faut poser avant d'affirmer et de confirmer qu'il n'a vu aucune femme prêcher. La Bible dit ceci. Que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises, comme le dit aussi la loi. Or, la loi, c'est tout l'Ancien Testament. Amen. Amen. La loi, c'est tout l'Ancien Testament. C'est-à-dire, déjà, si quelqu'un va dans l'Ancien Testament, il va dire qu'il y a une femme, Déborah par exemple, qui prêche, il contredit Paul. La question est, doit-on croire à Paul ou à une personne qui est venue après Paul? Parce que Paul dit que si quelqu'un ou un ange vient du ciel, il vous apporte un autre évangile que ce que nous avons enseigné, qu'il soit anathème. Mais la vérité, c'est que Déborah, effectivement... Ça c'est merveilleux. Comment on explique ça? Voilà. Je disais tout à l'heure que nous parlons donc de 5 ministères. Les 5 ministères, ce sont les 5 grâces, la façon de parler, d'expliquer la Bible. C'est-à-dire, c'est lié à la parole, à la prédication. En fait, Paul ne dit pas que la femme n'a pas le droit de prêcher dans l'Église, mais n'a pas le droit de parler dans l'Église. Je m'explique, ces femmes juives à l'époque de Paul n'avaient pas la même éducation que les hommes, ne recevaient aucunement la même instruction que les hommes, et ce qui pouvait être, entre guillemets, explicable, que ce qui était prêché, elles ne comprenaient pas. Donc, de ce fait, certaines interrogeaient leur mari durant l'enseignement dans l'Église. Donc, c'était perturbant, ça provoquait du désordre. Et c'est pour ça que Paul dit, si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison, car il est inconvenant pour une femme de parler, pas de prêcher, de parler dans l'église. Quand Dieu parle à l'être humain, Dieu ne regarde pas le sexe, Dieu ne regarde pas le genre. Ce sont les hommes qui regardent au genre féminin ou au genre masculin. Dieu, quand il parle à un esprit. En réalité, Dieu est esprit. Et Dieu a dit dans sa parole, il recherche des adorateurs qui vont l'adorer en esprit et en vérité. Quand Dieu s'adresse à une personne, il ne s'adresse pas à un homme ou une femme. Dieu s'adresse à un esprit. Quand Dieu s'adresse à la servante positive, il s'adresse à l'esprit de la servante positive. Et non pas au corps. Et non pas au corps. Ah, docteur, vous voyez, et maman pasteur est en train de nous expliquer qu'en réalité, en l'homme, c'est l'esprit. Et Dieu nous voit en tant qu'esprit. Il n'y a pas de différence entre les esprits. Qu'est-ce que vous répondez à cela? Ça, c'est très bien ça. Donc, je vais commencer par rebondir sur ce qu'a dit mon frère. Bon, en tout cas, là, je prends la terre entière à témoin. Même les anges, je les prends à témoin. Parce que Paul a dit que même un ange qui viendra dire les contraires de ce que j'ai dit. Alors, c'est Paul qui dit ça. Paul connaissait ce que viennent de dire nos bien-aimés, cette position-là. Naturellement, la femme ne porte pas de sémence. Parce que la sémence, c'est la parole de Dieu. Ésaïe dit que le ciel doit féconder la terre. Donc la terre est une femme, le ciel c'est un homme. La pluie, c'est une sémence qui doit féconder. Donc la parole de Dieu, c'est une sémence. Dieu ne peut pas venir donner la sémence à la femme parce qu'il va se contredire. C'est pourquoi nous voyons que dans l'Ancien Testament, parce que c'est l'histoire de Jacob, Jacob, pour bénir ses enfants, il a écarté Dina, la fille. Il est resté avec les 12 fils. Il les a bénis. Quand le docteur nous dit que dans le Nouveau Testament, il n'a pas vu de... Quand on lui a parlé de l'exemple de Déborah, il a dit, ok, très bien dans l'Ancien Testament, mais dans le Nouveau Testament, il n'a pas vu de femme prêcher. Moi, j'aimerais lui parler de la femme samaritaine. Que dit-il de la femme samaritaine? Quand Jésus a parlé à la femme samaritaine a dit, venez voir. J'ai rencontré un homme qui m'a dit des choses que j'ai faites. Qu'est-ce que Jésus a dit à cette femme? D'aller annoncer. Cette femme est allée annoncer la parole de Dieu. Cette femme est allée évangéliser, est allée exhorter, est allée... En fait, en réalité, il y a deux questions importantes dans ce débat qui sont qu'est-ce que prêcher? Il faut définir qu'est-ce que c'est que prêcher. Et deuxièmement, qu'est-ce que la femme? Quand on dit la femme doit-elle prêcher? Qu'est-ce que prêcher? On définit ce qu'est prêcher. Donc, on a défini ce qu'est prêcher. C'est partager la parole de Dieu. Édifier. Édifier.
annoncer, transmettre. Donc j'insiste sur la notion de partage, parce que notre Dieu est un Dieu de partage. Donc c'est ça la parole de Dieu. Qu'est-ce que prêcher? Deuxièmement, qu'est-ce que la femme? Il nous a amené dans Genèse. Genèse 2, qu'est-ce que la femme? La femme, à l'origine, la femme est une aide. Dieu a fait de la femme une aide. En réalité, l'homme et la femme ont été créés ensemble. Quand Dieu a créé l'homme, avec grand H, il a créé et Adam et Ève. Et donc, et l'homme et la femme à l'intérieur. Mais Dieu, qui est le maître des temps et des circonstances, a choisi le temps où il voulait sortir Ève, parce que ce n'était pas encore le temps. Waouh. Cette femme ici, Jésus lui dira que va appeler ton mari. Parce qu'elle avait 5 maris. Jésus, elle dira là à Jésus que non, ben, je n'ai pas de mari. Jésus lui dira, oui, c'est vrai. Hein. Parce que le 6e que tu as à la maison n'est pas ton mari. Donc, nous devons déjà, pour comprendre cette femme, parce que c'était une prophétie, comprendre déjà les 6 maris de cette femme-là. Et pourquoi maintenant Jésus-Christ apparaît à cette femme-là? Parce que Jésus est le 7e. Donc, cette femme-là représente l'Église. Ça, je donne une ouverture à certains. Tout à fait. Mais maintenant, la Bible dit que cette femme est partie dire, témoigner Jésus. Comme l'avait fait aussi Marie de Magdala. Parce que je sais qu'on jette aussi ce serpent-là. Marie de Magdala aussi. Mais ces hommes, et ils disent à la femme que ce n'est pas à cause de ce que toi tu as dit. Mais nous l'avons nous-mêmes entendu et nous avons reçu la foi de croire. Mais en disant ce n'est pas ce que toi, femme, tu as dit, est-ce qu'ils annulent le ministère? C'est-à-dire ils sont en train de dire à cette femme-là que tu n'es pas ministre, tu ne peux pas nous transmettre la foi. Parce que la question est de la transmission de la foi. On a parlé de la prophétesse Déborah. On vient encore parler de Anne, qui parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance en Israël. On vient encore, j'ai noté le ministère de Lydie, qui semblait être la première convertie européenne, qui a été proclamé l'évangile en Europe. On voit Philippe, l'évangéliste, qui avait 4 filles vierges qui prophétisaient. On voit encore l'exemple de Prisca, dans Acte 18, pour nos chers auditeurs, si vous voulez noter, Acte 18 au verset 2, Romains 16, 1 Corinthiens 16, 2 Timothée 4, verset 19. C'est-à-dire, Jésus a apporté de nouvelles idées. Il a remis la femme à sa place, qui lui revient. Bien-aimés, ne soyons pas étriqués. Il a restauré la femme dans sa position qu'elle avait avant la chute. Quand Paul parle de l'interdiction, c'est prêcher. Et pour vous, vous êtes d'accord que prêcher, c'est exhorter, prêcher, c'est enseigner? C'est avoir un ministère. C'est dans les 5 ministères. Un ministère d'autorité. C'est-à-dire que dans les 5 ministères, il n'y a pas de femmes. Mais dans les dons, il y a des femmes qui doivent prophétiser. C'est ça la différence. Mais nous disons ceci. Dans l'Ancien Testament, dans la famille de ceux à qui on demandait la loi, il n'y avait que des hommes, pas des filles. Quand il dit que la femme peut avoir un don, mais la femme ne peut pas avoir une église, de quelle femme parle-t-on? Encore une fois, il faut poser les bases. Il ne faut pas... parce que des fois, une phrase sortie de son contexte, elle devient une phrase fausse. Quand une phrase vraie est sortie de son contexte, elle devient une phrase fausse. Il nous a dit, on lui a parlé de l'exemple de la femme samaritaine. Il a dit que la femme samaritaine n'avait pas reçu le mandat. Nous allons lui donner l'exemple de les femmes témoins de la résurrection de Christ. Ce ne sont pas les hommes, ce sont les femmes, une fois de plus encore, qui étaient au front. Les femmes averties par le Saint-Esprit, les femmes sensibles au Saint-Esprit qui se sont rendues au tombeau. Elles ont rencontré l'ange de l'Éternel, qui n'est autre que l'Esprit de Dieu, qui leur dit, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Allez dire, allez annoncer aux autres qu'il n'est plus dans le tombeau, mais qu'il est vivant, qu'il est ressuscité et qu'il reviendra pour sauver son peuple. Ça, c'est quoi? Ce n'est pas un mandat. Qu'est-ce que c'est? C'est fort, ça. Jésus ne dit pas à ces femmes-là aller faire des disciples, mais aller juste informer les ministres là-bas que je suis ressuscité. C'est un témoignage. Mais remarquez, bien-aimé Élisée, je vais rebondir sur ça. Maintenant, quand les apôtres sont restés, ils étaient restés 11. N'est-ce pas? Marie de Magdala était là. Ils auraient pu, pour remplacer Judas, dire, Marie de Magdala, Jésus l'a envoyé pour nous parler. Donc, elle a un ministère. Ils auraient dû prendre Marie de Magdala, la mettre là. Ils n'auraient pas fait le tirage au sort. Mais peut-être qu'il fallait prier. C'est parce qu'ils ont prié. Mais pour prier, ils ont pris que des hommes. Il fallait au moins qu'il y ait Marie de Magdala pour que Dieu choisisse entre les hommes et les femmes. Mais ils ont pris que des hommes. Je vais aller même plus loin que ça. Allez-y, docteur, allez-y. Vous savez que même concernant
le travail dans l'église. Donc là-bas, tous ceux qui s'occupaient de la tente d'assignation, il n'y avait que les hommes de Lévi. Voilà pourquoi même ici, les femmes n'ont pas le droit d'exercer dans l'église, de quelque fonction que ce soit. Même être diaconesse, c'est diabolique. Waouh! C'est pourquoi vous verrez que même quand ils ont choisi les diacres, ils ont choisi des hommes. Les 7. Mais en fait, j'ai envie de dire, il y a des choses plus importantes et plus essentielles, à savoir transmettre la vérité. Parce que la recommandation, entre guillemets, principale du Seigneur, allez et faites des nations mes disciples. Nous parlons du ministère de la prédication. Mais une femme peut exercer dans l'église. Prenons le cas d'Anne. Anne, la Bible dit qu'elle était servante de l'Éternel dans l'église. Mais à quoi consistait cela? Dans les prières et les jeûnes. Mais pas dans la prédication. Je vais lui répondre simplement que la Bible déclare dans Joël 2,28, dans les derniers temps, je déverserai mon esprit sur toute chair. Amen. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes, vos jeunes gens auront des visions. Oui, sur mes serviteurs et mes servantes, et même mes servantes, je déverserai mon esprit. J'ai envie de dire à une femme aujourd'hui, si le Saint-Esprit est sur toi, la Bible déclare, le Saint-Esprit est sur moi. Il m'a oint pour annoncer aux pauvres, alléluia, la parole, pour annoncer aux pauvres la guérison. Alléluia, quand le Saint-Esprit descend sur toi, tu guéris les malades. Les pauvres, tu guéris les pauvres, tu annonces la bonne nouvelle au royaume. Ceux qui entendaient parler, les sourds entendent, les aveugles voient, les boiteux marchent, les paralytiques se lèvent. Le Saint-Esprit, quand il descend sur une personne, il ne regarde pas si tu es un homme ou une femme. Aujourd'hui, femme, si tu as devant toi quelqu'un qui est mourant, quelqu'un qui a besoin de recevoir Jésus avant de mourir, n'hésite pas un seul instant, n'écoute pas ces doctrines d'être humain. Prie pour cette personne, fais-lui accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur avant qu'il rende l'âme. Voilà ce que je vais dire au peuple de Dieu. Docteur, réaction, parce que le verset il est très fort, Joël chapitre 2, versets 28 à 29. Et nous sommes presque à la fin de l'émission. Est-ce qu'il y a quelque chose à dire? Vos fils et vos filles prophétiseront, nous disons Amen. Ils ont les dons de prophétie, ils doivent prophétiser. Nous parlons du ministère prophétique. Et nous devons rentrer aussi en profondeur pour expliquer c'est quoi le ministère prophétique. C'est lié à la parole, parce que c'est les yeux de l'aigle. On doit en parler, parce que quand il n'y a pas un prophète, les autres ministères n'existent pas. Effectivement, je suis quand même pour un équilibre. Vous savez, on ne peut pas prendre quelque chose là, une situation. Je suis bien évidemment pour un équilibre. Et en l'occurrence, s'agissant des conducteurs d'assemblée, il est clair que la Bible nous recommande l'équilibre. Et donc, s'agissant de conduire une assemblée, je recommanderais plutôt, par exemple, un couple marié, établi, alors que ce soit la femme, ou que ce soit l'épouse ou l'époux, ou les deux, qu'ils soient ordonnés, consacrés à servir le Seigneur et à diriger une assemblée. En fait, pour être clair, parce que le Casarima, c'est informer, instruire et transformer. Est-ce que la femme doit être seule, établie sur une église? Elle ne doit pas, parce que selon la formulation pastorale, elle ne doit pas être seule. Pasteur Sébastien dit qu'une femme seule ne peut pas diriger une église. Et maman pasteur, quelle est votre attitude? Le pasteur Sébastien ne peut... Le chrétien est-il un faible? C'est une question qui est souvent posée, surtout lorsque on lit cette phrase de l'évangile de Saint Matthieu, où le Christ dit « Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, eh bien, tends-lui l'autre joue ». Alors, évidemment, le Christ nous enseigne à aimer nos ennemis, mais est-ce que cela signifie vraiment que le chrétien doit être celui qui se laisse bafouer, mépriser, insulter, marcher dessus, et qui finalement est obligé de se résoudre à une attitude passive et ne pas combattre finalement le mal? Alors pour répondre à cette question, je crois qu'il faut d'abord se souvenir que pour un catholique, contrairement par exemple aux protestants, eh bien l'évangile, la Bible, n'est pas la source unique de la révélation. Mais l'enseignement du Christ est contenu dans l'évangile, interprété par l'Église, par la tradition et le magistère de l'Église. Alors précisément, cette phrase de l'évangile de Saint Matthieu a été reçue dans l'histoire de l'Église, non pas du tout comme une injonction à la passivité et à accepter le mal avec une sorte d'indifférence flegmatique ou stoïque, mais bien au contraire, comme une injonction à la charité
dans la force de l'âme. Saint Thomas d'Aquin lui-même, vous savez, ce grand théologien du XIIIe siècle, Saint Thomas d'Aquin explique qu'il serait faux d'interpréter cette phrase du Christ de tendre l'autre joue dans un sens trop simpliste, puisque le Christ lui-même, lorsque quelques chapitres plus tard, ou quelques temps plus tard, reçoit une gifle de la part de l'un des Juifs pendant son procès, quelques heures avant sa mort, eh bien, non seulement ne lui tend pas l'autre joue, mais lui répond « Pourquoi m'as-tu frappé alors que je suis innocent ?» Donc, il montre par là que celui qui prétendrait que le chrétien ne devrait pas réagir aux insultes, aux injures ou au mépris se trompe forcément. Au contraire, la tradition de l'Église a toujours interprété cette phrase de l'Évangile comme un appel à une force d'âme intérieure à résister au sentiment de vengeance. Je m'explique. Lorsque quelqu'un vous fait du mal, eh bien, si l'on réagit par quelque chose d'encore plus fort, on risque l'escalade de la violence et finalement, on risque de ne jamais se sortir de ce cycle des violences. Le chrétien, même, a sans doute le devoir de réagir et de prendre les moyens nécessaires pour réagir lorsque ce n'est plus sa propre personne, son propre honneur qui est en jeu, mais lorsque c'est quelque chose qui dépend de lui ou quelqu'un qu'il a le devoir de défendre. Par exemple, un pauvre, un enfant, une femme, quelqu'un de faible qui aurait besoin de la force d'un homme pour le défendre contre un agresseur. Ou encore, sa famille, sa patrie, c'est toutes ces circonstances dans lesquelles l'homme, le chrétien, a le devoir de réagir et d'empêcher les méchants de nuire. C'est évident, surtout dans le sens de l'honneur et de la vertu chrétienne, que si un chrétien voit quelqu'un de faible se faire agresser ou voit son pays se faire envahir, eh bien il a le devoir de prendre les moyens de défendre le faible, de défendre sa terre, de défendre sa famille. Vous comprenez donc que lorsque le Christ nous dit qu'il nous faut aimer nos ennemis, c'est un commandement personnel qui s'adresse à la charité qui anime mes intentions, mes désirs, mes pensées et mon regard sur l'autre. Si le Christ nous dit d'aimer nos ennemis, cela signifie qu'il est possible et peut-être même qu'il est nécessaire d'avoir des ennemis. Et donc ce n'est pas le fait de désigner l'autre comme son ennemi qui s'oppose au commandement de la charité. Ce qui s'opposerait au commandement de la charité, c'est de combattre son ennemi avec haine, avec vengeance, avec cruauté ou avec des sentiments qui ne sont pas dignes du cœur du chrétien, de la charité avec laquelle Dieu aime tous les hommes, les gentils comme les méchants. Voilà donc, je crois, quelques éléments pour éclairer notre interprétation de cette phrase. Le chrétien, loin d'être un faible, au contraire, est celui qui a une force d'âme qui lui permet de pardonner même le mal. En effet, finalement, est-ce qu'il ne faut pas être plus fort, avoir une plus grande maîtrise de soi-même, de ses forces physiques et de ses forces morales, psychologiques, pour être capable, face à la lâcheté d'un agresseur, être capable de ne pas réagir sur le même terrain, mais au contraire de savoir faire la part des choses, encaisser lorsque cela ne concerne que notre propre orgueil, mais au contraire savoir prendre les armes qu'il faut pour défendre les plus faibles lorsque c'est notre devoir de chrétien. Le mot nègre lui-même ne m'intéresse pas. C'est son trajet qui compte à mes yeux. Ce mot tout sec, nu, sans le sang et les rires qui l'irriguent, n'est qu'une insulte dans la bouche d'un raciste. Je ne m'explique pas pourquoi on donne tant de pouvoir à un individu sur nous-mêmes. Il n'a qu'à dire un mot de 5 lettres, nègre, pour qu'on se retrouve en transe avec les bras et les pieds liés, comme si le mot nègre était plus fort que l'esclavage. Le mot ne dit que l'esclavage, il n'est pas plus fort. Les esclaves n'ont pas fait la révolution pour qu'on se retrouve à la merci du mot. Ne me dites pas que je ne peux pas comprendre la douleur du mot, car j'ai connu moi-même la dictature, j'ai connu l'exil, j'ai connu l'usine, j'ai connu le racisme, j'ai même connu un tremblement de terre, et cela dans une même vie. Je crois qu'avant de demander la disparition de l'espace public du mot nègre, il faut connaître son histoire.
Si ce mot n'est qu'une insulte dans la bouche du raciste, il a déclenché dans l'imaginaire des humains un séisme. Avec sa douleur lancinante et son fleuve de sang, il a ouvert la route au jazz, au chant tragique de Billie Holiday, à la nostalgie poignante de Bessie Smith. Il a fait bouger un continent immuable et sa civilisation millénaire, l'Afrique, en exportant une partie de sa population vers un nouveau monde de terreur. Ce mot est à l'origine d'un art particulier que le poète Senghor et quelques intellectuels occidentaux ont appelé faussement l'art nègre. Ce serait mieux de dire l'art des nègres ou encore l'art tout court. Tout qualificatif affaiblit ce qu'il tente de définir. Mais passons, car ce domaine est si riche. Dans le seul domaine de la littérature, on n'a aucune idée du nombre de fois qu'il a été employé. Si quelqu'un voudrait faire une recherche sur les traces et les significations différentes du mot dans sa bibliothèque personnelle, il sera impressionné par le nombre de sens que ce mot a pris dans l'histoire de la littérature. Et il comprendra l'énorme trou que sa disparition engendrera dans la littérature. La disparition du mot nègre entraînera avec lui un pan entier de la bibliothèque universelle. Notre blessure personnelle et nos récits individuels ne font que lui donner de l'énergie pour continuer sa route. Ce n'est pas un mot, c'est un monde. Il ne nous appartient pas d'ailleurs. Nous nous trouvons simplement sur son chemin à un moment donné. Il a permis la révolution à Saint-Domingue, Haïti, en devenant notre identité américaine. On a capturé des hommes et des femmes en Afrique qui sont devenus des esclaves en Amérique, puis des nègres quand Haïti est devenue une nation indépendante, et cela par sa constitution même. On ne va pas faire la leçon aux glorieux combattants de la première révolution de l'histoire. Si le mot révolution veut dire chambardement total des valeurs établies, celle de l'esclave devenu libre en est la plus complète. Le nègre Toussaint Louverture, le nègre Jean-Jacques Dessalines, le nègre Henri Christophe et le nègre Alexandre Pétion ont fondé Haïti le 1er janvier 1804 après une effroyable et longue guerre coloniale. Alors, quand un raciste m'apostrophe en nègre, je me retourne avec un sourire radieux en disant « Honoré de l'être, monsieur ». De plus, Toussaint puis Dessalines ont fait entrer le mot nègre dans la conscience de l'humanité en faisant un synonyme du mot homme. Un nègre est un homme, ou mieux, tout homme est un nègre. Le raciste qui nous écoute en ce moment, sait-il qu'il est un nègre de par la grâce de Jean-Jacques Dessalines, le fondateur de la nation haïtienne? C'est par cette grâce qu'un nombre de blancs ont été épargnés après l'indépendance d'Haïti. C'est par cette grâce que tous les Polonais vivant en Haïti pouvaient devenir séances tenantes des nègres, c'est-à-dire des hommes. Connaissez-vous une pareille révolution du langage? Le mot qui a servi à asservir l'esclave va libérer le maître. Mais pour qu'il soit libre, il faut qu'il devienne un nègre. D'où la phrase magique « Ce blanc est un bon nègre, épargnez-le ». Vous comprenez qu'un tel mot va plus loin qu'une douleur individuelle et que si nos récits personnels ont une importance indéniable, ils ne font pas proie face à l'histoire. Une histoire que nous devons connaître puisqu'elle nous appartient, que l'on soit un nègre ou un bon nègre. Cette plaisanterie d'une hypocrisie insondable du N-word est une invention américaine comme le hamburger et la moutarde sèche. Et j'espère que nous aurons le courage de l'effacer du visage du glorieux Jean-Jacques Dessalines, fondateur de la nation haïtienne dont on disait qu'il était le nègre fondamental. Merci Dany. Merci. Et c'est un texte que vous avez écrit cette semaine? C'est un texte que j'ai écrit il y a 1 heure. Il y a 1 heure? Eh bien, on va le garder. Vous allez me l'envoyer. C'est une exposition qui s'intitule « Marronnage, l'art de briser ses chaînes ». Donc elle porte sur le marronnage, c'est-à-dire toutes les formes de résistance à l'esclavage dont on ne parle sans doute pas assez dans l'espace public. On parle souvent des abolitions, mais beaucoup moins de tous ces mouvements, ces formes de résistance à l'esclavage, donc ces fuites des plantations esclavagistes qui, dans certains cas,
ont donné lieu à la constitution de véritables communautés qui ont perduré dans le temps et qui ont réinventé une culture et donc un art. S'agissant des Guyanes, et en particulier du Suriname, c'est une Guyane hollandaise, démographiquement, on a beaucoup de personnes réduites en esclavage, par exemple par comparaison avec la Guyane française, et donc beaucoup plus de personnes qui s'évadent, s'enfuient évidemment de ces conditions insupportables qu'on leur impose, puisque on les traite comme des objets, comme la propriété des colons esclavagistes. Et ils fuient en nombre et parviennent à se regrouper dans la forêt, constituer des communautés, parfois jusqu'à une centaine d'individus, hommes et femmes, et non seulement fuient, mais même reviennent sur les plantations, libérer d'autres personnes, voler, finalement saboter et lutter contre ce système jusqu'à tenter de le renverser. Et le Suriname a bien failli être la première république noire. On sait que c'est Haïti, mais l'ampleur du marronnage est telle en Guyane hollandaise et que l'État est obligé, parce que ça coûte trop cher d'aller rechercher ensuite les fugitifs dans la forêt amazonienne qui les protège, et un environnement qu'ils connaissent mieux que les soldats eux-mêmes. Ils sont passés maîtres dans l'art de la guérilla. Donc on finit par passer des traités de paix avec eux au XVIIIe siècle. Il y a comme ça 6 grandes vagues de marronnage qui donnent les Saramaka, les Djuka, Aluku, Paramaka, Kunti. Il faut bien sûr souligner que partout où il y a esclavage, il y a marronnage. Les historiens parlent parfois de petit marronnage et de grand marronnage. Petit marronnage, c'est-à-dire fuite d'individus, et grand marronnage, un certain nombre d'individus qui finissent par fonder ces communautés. Mais on sait que ça existait aussi en Jamaïque, à Belize, dans bien d'autres endroits, au Brésil, etc. Mais au Suriname, c'est vrai qu'on a cette particularité d'avoir dit, comme je l'ai dit, plusieurs communautés, ensuite ces traités de paix, et aujourd'hui ces descendants de Marrons qui vivent toujours sur leurs territoires ancestraux, en Guyane et au Suriname. C'est une histoire qui me touche dans le côté, je suis descendant de ces Marrons et grâce à eux, le fait qu'ils se soient rebellés, c'est ça qui fait que moi et les autres, nous sommes là aujourd'hui pour en témoigner et faire perdurer la culture, chacun à sa manière, par son art ou ce qu'il fait tout simplement. Moi je suis Saramaka en fait de base, et je suis originaire du Suriname, je suis surinamais dans tous les cas. Et mes 2 parents sont surinamais. Après, bien sûr, vous savez, l'immigration fait que chacun va ailleurs pour trouver une meilleure vie. Donc mon père et ma mère sont venus en Guyane. Mon père il a trouvé du boulot et tout. Je suis né en Guyane, à Koro, ville spatiale. En France, on connaît que les créoles, le bagne et les créoles et tout ça, mais on ne connaît pas l'histoire des Bushinengue, des Noirs marrons, des autres qui ont immigré. Par exemple, la ville de Kourou, dans la communauté Saramaka, la grande partie qui était venue à la base, c'était la construction du barrage de Pétisso. La main-d'œuvre, quand tu entends qu'il y a du boulot, je pense que c'est pour ça que nos parents ils étaient venus. Mon grand-père, en tout cas, il est venu, il a travaillé, mon père aussi, travaillé dans le barrage, la construction d'un barrage de Pétisso à Kourou. Cette communauté noire-marron, elle vivait dans la forêt. La culture qu'ils avaient quand on les a déportés de chez eux, ils l'ont gardée. C'est-à-dire, tout ce que vous voyez autour là, c'est exactement comme nos ancêtres le faisaient. Et c'est juste là, ça a évolué et ils en ont apporté, comment je peux dire ça? Chacun en a tiré profit, a su s'approprier son art. Jusqu'à aujourd'hui, on continue à vivre selon nos coutumes. Quand tu vas au Suriname et que tu descends le fleuve, et que quand tu descends le fleuve, tu découvres les autres, c'est les Saramaka, mais il y a différents villages. Et tu vois, et par les villages, quand tu descends, tu retrouves des noms. Genre, il y a un village qui s'appelle Dahomey. Dahomey du Bénin. Voilà. Pourtant, ces gens tu vois, et c'est ça. Et il y a la mondialisation, certes, il y a la technologie, mais ces gens n'ont pas perdu notre culture.
d'où l'on vient, on sait d'où l'on vient, on est fiers. Autour, tu regardes bien, tout ça c'est l'église. Et les tableaux lui-même, on a l'œil de l'harpie. Donc chaque motif